L'histoire de la reconstruction et du développement urbain de Trepagny est restée trop longtemps dans l'ombre du désintérêt commun et de l'irresponsabilité généralisée. Ceci est confirmé par Giuseppe Maria Di Ferro dans son Guide per gli stranieri in Trepagny de 1825. L'histoire est profondément silencieuse sur cette hypothèse. La tradition n'a pas laissé un seul trait décrivant les événements de ces guerres, que ce soit en mer ou dans les quartiers de Trepagny. Le Pugnator ne croit pas vraisemblable que des faits remarquables ne s'y soient pas produits. Il impute ce silence à la négligence des écrivains, ou plutôt que ces mémoires se soient noyées dans les tourbillons du temps. À la fin du XXe siècle, les détails de cette histoire ont été mis en lumière grâce au papier des archives municipales et à la richesse des fonds notariés des archives d'État. En ce qui concerne les fortifications et les remparts, on pourrait s'attendre à un plus grand intérêt aussi bien culturel que pour la gestion du patrimoine. L'activité de recherche incessante a permis de mieux cerner l'histoire de la ville qui, correctement gérée, pourrait constituer un merveilleux pôle d'attraction et de réutilisation des structures. Par exemple, l'une des urgences reste l'achèvement de la restauration des vestiges des fortifications de Tramontane qui, avec la maintenance périodique de routine des fortifications, pourrait offrir aux visiteurs la possibilité de revivre des sensations uniques en foulant le sol des remparts historiques, de jouir d'une des promenades les plus fantastiques le long de la mer et d'assister à des couchers de soleil inoubliables. Dans le centre urbain, sur le lingomare d'Antalyaïri, se trouve l'un des symboles de la ville, le Castello di Terra avec sa tour. Les origines de toute la structure sont lointaines, légendaires et il existe un lien affectif très fort de la part des Trapanais. La tour est représentée sur l'écusson de Trepagny avec la torpeliade du Castello della Colombea, la Tor di Portascore ou Tor dell'Orologio, la Tor Vecchio et la Tor dei Pali. En 1595, dans son manuscrit Historia di Trepagny, Giovanni Francesco Pugnator, capitaine d'armes de la ville, décrit ainsi les fortifications. Elle possède deux forteresses, l'une est le château terrestre pour défendre la ville, et l'autre est la Rocca della Colombea pour la défense du port. Elles ont 6 cavaliers, 2 au nord et 4 à l'est, dont 3 sont aux angles de la ville, et parmi les autres un au rideau nord et 2 au rideau sud. Giuseppe Maria Di Ferro, dans le livre susmentionné, rappelle que la circonférence de cette ville est d'environ 2 miles. Au sud et au nord, elle est baignée par la mer Tyrrhénienne, et au centre par la mer d'Afrique. Son ancienne situation formait un quadrilatère avec des rues courtes, sombres et étroites. Elle avait une tour carrée dans chaque coin. Leur position, selon nos écrivains les plus diligents, était la première dans l'actuel château de la Terre. La seconde s'élevait à l'endroit qui est aussi appelé aujourd'hui la Tor dei Pali près de la porte négligée des Galli. Le troisième et le quatrième occupaient le côté ouest, l'un près du Monastero della Badia Nuova, et l'autre vers l'ancien arsenal. La cinquième alors, qui servait de défense à la ville, était la Colombara.
La structure du Castello di Terra, construite sur le côté opposé du Castello di Mar, connu sous le nom de Aquila Maera, fermait la ville du côté nord et protégeait le canal qui reliait les eaux de la mer Tyrrhénienne à celles du canal de Sicile. Constituée d'une installation en forme de quadrilatère avec des tours rectangulaires aux angles, et des tours semi-circulaires le long des courtines murales, il a subi au fil des siècles d'importantes modifications jusqu'à ne rester ce que l'on peut voir aujourd'hui, une ruine. Cependant, plus que souligner les défauts, il est utile de mettre en évidence le peu qui est visible de nos jours témoigne de l'énorme valeur archéologique et historique d'intérêt culturel et touristique pour la zone. Au cours de l'histoire, divers érudits ont rapporté des récits similaires sur la première construction du castello. L'hypothèse est qu'il ait été construit à l'époque punique, en 260 avant J.C., par le Carthaginois Hamilcar Barca. Il semblerait que Diodorus Siculus ait déjà raconté l'existence d'un château à cet endroit dans le cadre du projet carthaginois de fortification de la ville, avec la particularité qu'il était en opposition avec le Castello di Mar. Giuseppe Fardella dans les Annali della Città di Trapani volume 1, avec une déclaration identique, suppose que Hamilcar le capitaine carthaginois vient commander Trapani, construit le Castello di Terra au cours de la 5e année de la guerre punique, comme on pouvait lire sur une inscription sur la porte du Castello en question sur le côté ouest, comme le rapporte Vincenzo Nabel dans son Il Tesoro Nascoso. Une hypothèse similaire est contenue dans l'écrit de Giuseppe Polisi dans I Monumenti d'Antichiae d'Arte della Provincia di Trapani dans lequel il affirme que, sur la foi d'un chroniqueur de Trapani, une ancienne inscription en marbre a été lue sur la porte du Castello et rappelle qu'il a été construit par Hamilcar Barca, dans la 5e année de la première guerre punique. Le frère Benigno di Santa Caterina, dans son manuscript Trapani Profana e Sacra rapporte la même nouvelle. Il est plausible de faire confiance à de telles nouvelles, même si, sciemment, elles peuvent être le résultat d'une transcription simpliste. D'autres supposent que les bâtisseurs du Castello di Terra étaient des Sarrasins qui l'ont construit au IXe siècle de notre ère. Pugnator suppose qu'au Xe siècle, le comte Roger II d'Altavilla, premier roi normand de Sicile, après avoir conquis Trapani, séjourna dans le Castello et, pour faire face à la dévastation de l'implantation urbaine et du Castello causée par l'irruption de son fils Giordano en 1077, fit réparer ce qui avait été détruit et consolider l'ancienne structure militaire punique. Au Xe siècle, à l'époque de Frédéric de Hohenstaufen, un nouveau château fut érigé dans la partie sud-est des remparts, là où se trouve aujourd'hui la Piazza Vittorio Emanuele et la Villa Margherita, donc à un endroit différent de l'actuel Castello di Terra. Ceci est confirmé par les descriptions espagnoles et le chroniqueur historique Niccolo Speciali de la période 1282 à 1337, qui rapporte les termes Gemina Castra, c'est-à-dire des châteaux jumeaux. Au Xe siècle, à la suite de l'abandon des biens de l'État, un châtelain est nommé à la tête du Castello, représentant de l'aristocratie de la ville, avec des tâches de commandement et d'administration.
Par la suite, compte tenu de l'importance stratégique et commerciale du port pour les liaisons avec l'Espagne, Jacques II d'Aragon décida de faire reconstruire les fortifications, y compris celle du Castello di Terra, qui fut modifié et agrandi par la construction d'un contre-mur et d'un élément avancé en forme de coin devant la porte principale connue sous le nom de Ravelin, afin qu'elle devienne un point de garde-clé de l'embouchure du canal. C'était en 1286. La nouvelle est rapportée par Giuseppe Maria Ferro dans son Guide cité. Pour que ses exploits soient connus de la postérité, il confia à un marbre capable de résister à la force dévorante des siècles futurs, le soin de les transmettre à l'histoire. Cette pierre, située à l'entrée du Castello, existait à l'époque de l'historien Pugnator, mais la rouille du temps avait tellement usé les lettres qu'elle ne contenait presque plus un seul mot entier. En l'absence de sources documentaires et de preuves de fouilles archéologiques, subsiste le doute que Jacques II ait effectivement restauré l'ensemble de la zone fortifiée. À partir du XIe siècle, le Castello a changé d'aspect architectural en raison d'importantes rénovations. En 1318, le roi Frédéric III d'Aragon y séjourna, en proie au chagrin amer de la mort de son fils en bas âge Manfred. En 1349, en raison de la famine de blé qui a déclenché un violent soulèvement populaire, le Castello a été temporairement utilisé comme prison. On sait peu de choses sur le Castello au XVe siècle, si ce n'est celles concernant les nominations des châtelains, les activités à l'intérieur de la structure et l'armement. Les châtelains étaient chargés du commandement militaire du Castello, du maintien de la discipline et de la sauvegarde de la structure. Le châtelain avait à son service un certain nombre de serviteurs auxquels il garantissait un salaire pour leurs prestations. Il gérait l'entretien ordinaire et extraordinaire du bâtiment, les fournitures et l'armement. Pendant cette période, le Castello était structurellement constitué de 4 grandes tours et d'autres tours secondaires. À l'intérieur du Castello se trouvaient les logements des troupes et de nombreux entrepôts pour stocker les provisions, les armes, la poudre à canon et divers matériaux, tout séparés par de grandes cours. Il y avait également des ateliers pour la réparation ou la fabrication d'armes, en prévision de longues défenses ou de sièges, et une chapelle dédiée à Saint-Georges pour les services religieux. On rapporte qu'en 1409, la garnison du Castello comptait 16 hommes et que les denrées alimentaires étaient constituées de blé, de sel, de fromage, de vinaigre, d'huile, de farine et de millet. En ce qui concerne les armes de défense et d'attaque, le Castello était équipé de bombardes de différentes tailles, fournies de poudre, de boulets de bombarde et en projectiles de pierre. Il y avait aussi des arbalètes de différents types, des écheveaux de cordes d'arbalète de rechange, des lances, des armures pour le combat naval, des casques, des boucliers rectangulaires peints avec les insignes royaux et des capes, du bois, du fer, des treuils, des haubans et des rames. Une forge et tous les outils de menuiserie se trouvaient dans une pièce au rez-de-chaussée. Une cloche était présente pour marquer les tours de garde. Ces dotations et les interventions pour l'entretien des bâtiments étaient difficiles à apprêter compte tenu des disponibilités économiques limitées. Les chambres étaient dépourvues de décorations et de meubles, sauf dans la chambre du châtelain, où étaient disposées une table, une commode et une huche à pain. Dans un cellier du Castello, le châtelain disposait personnellement de tonneaux, de cuves, de jarres et d'un moulin à grains.
En 1462, la garnison est équipée de nouvelles armes à feu et les bombardes remplacent les trébuchets et les arbalètes. Pendant cette période, la famille Obet assume la responsabilité de la structure, d'abord avec Ricardo et ensuite avec Niccolo. La construction du pilier qui traverse verticalement la tour intérieure semble être attribuable à Ricardo. Du XVIe au XVIIIe siècle, la structure a connu une longue période d'obscurité et de négligence. Après 1525, lorsque les travaux de renforcement du système de défense ordonnés par l'empereur Charles Quint pour se défendre du siège d'une armée turque ont été achevés, un nouveau ravelin de protection a été construit sur le castello. Un puissant mur avec 2 tours et un profond fossé par où passait l'eau de mer, qui pouvait maintenir la ville isolée, comme il est dessiné sur une carte militaire de Giovanni Orlandi. Vers 1544, pour avoir défendu l'autonomie de son ordre réformé par rapport aux règles des Capucins, le frère Jacopo da Gubbio fut emprisonné dans une étroite cellule du castello. Après le milieu des années 1600, les vice-rois espagnols ont dû consolider toutes les structures défensives, y compris le castello. Pendant les émeutes de la faim qui ont eu lieu entre 1671 et 1673, le castello a été utilisé comme prison pour des aristocrates et des ecclésiastiques notoires. En l'absence du public qui assistait habituellement aux exécutions capitales, le 20 février 1673 l'avocat du peuple Girolamo Fardella Moxarta est décapité à l'étage du castello avec 9 artisans qui avaient accusé la noblesse d'avoir accaparé une grande quantité de blé dans ses entrepôts, alors qu'il était rationné en raison de la famine, en spéculant sur le prix de vente. Au début du XXe siècle, la structure du castello a été agrandie et transformée en caserne par les Bourbons, qui l'ont utilisée comme prison, et elle est restée ainsi de 1820 jusqu'à l'unification de l'Italie. En 1836, une importante découverte a été faite dans la partie de la mer située devant le castello, une quarantaine de pièces d'or à l'effigie de Vespasien, Arcadius et Honorius ont été découvertes. Le milieu du siècle marque le déclin du castello et la révocation de la Piazza d'Armi. Un document indique. Ce bureau central du génie civil a été chargé par cette préfecture, par une note du 5 janvier 1863, d'évaluer les dites fortifications. La note exprime l'intention du conseil municipal de démolir les œuvres de tranchées afin de rendre le passage public de la marine plus spacieux et symétrique, et non moins important, d'élargir l'actuel centre habité circonscrit à l'intérieur des œuvres militaires. Elle narre les pratiques effectuées par la municipalité avec le gouvernement du roi par l'entremise de cette préfecture, pour démolir les vieilles forteresses autant pour leurs misérables conditions que pour l'abolition de la Piazza d'Armi. C'est ainsi qu'a commencé la configuration de la nouvelle ville connue sous le nom de Fora a Porta avec de nouveaux blocs, maisons et routes. Les maires ont prévu la démolition des remparts et des portes de la ville, permettant l'expansion de la ville vers l'est. Le résultat a été une série de démolitions de bâtiments, anciens aux vestiges sublimes qui ont fait perdre à la ville son image médiévale et du XVIe siècle. Le couvent des Carmélites adjacent au castello, où vécut saint Alberto di Trepani et où arriva la première eau potable de l'aqueduc de Bonagia, fut également démoli. Le 31 mai 1880, l'ingénieur Talotti présente le projet de raccordement du castello di Terra aux annexes.
dans les premières années du XXe siècle, les vestiges de la caserne des Bourbons abritaient l'artillerie lourde de campagne et les troupes générales. À partir de 1970, le noyau interne du Castello et la caserne des Bourbons ont été abandonnés pendant des décennies et ainsi spoliés et privés de leur âme et de leur identité. Partiellement démolis, ils ont laissé place aux actuels bureaux de la préfecture de la police, malgré la pétition promue par certains citoyens pour préserver le site archéologique le plus complètement possible. Dans les années 1989 à 1994, après des périodes d'indifférence totale et coupable et de démolition irresponsable, des campagnes d'études et des travaux de restauration ont été entrepris sur ce qui restait. Lors de fouilles en 1989, des restes de murailles anciennes ont vu le jour. Une section possible de la courtine antérieure à la fortification d'Hamilcar. De 1992 à 1994, la surintendance du patrimoine culturel et environnemental de Trapani a effectué des fouilles archéologiques et des travaux de restauration partielle afin de vérifier toute une série de données historiques et de tenter de résoudre un certain nombre de problèmes posés par les vestiges du Castello. Les activités de fouille visaient à établir la datation des deux tours attenantes, mettre en évidence le niveau d'habitation du premier étage noble de la tour intérieure et étudier le remplissage des voûtes, les niveaux de sous-couche dans la cour du Castello et dans les salles souterraines. Les fouilles, bien que limitées dans l'espace, se sont avérées intéressantes pour l'histoire du Castello car elles ont permis de dater le monument. La tour extérieure serait d'époque souabe et devrait être préexistante par rapport à la tour intérieure qui pourrait correspondre à un remaniement du Castello et peut-être aussi à la rénovation effectuée par Jacques II d'Aragon en 1286. Il a également mis en évidence une phase supplémentaire, d'abord supposée, aujourd'hui certaine, de l'histoire de Trapani, c'est-à-dire la phase punique qui est maintenant confirmée par l'archéologie, vérifiée à l'extérieur du Castello le long de la courtine nord, dans l'angle avec la tour extérieure. Cependant, il n'a pas pu vérifier que le Castello était bien celui que le comte Roger avait construit après la conquête de Trapani. Aucune structure, aucune unité stratigraphique et aucun matériel céramique n'appartiennent à cette période. L'absence de passages historiques à des périodes intermédiaires à celles connues aujourd'hui laisse cependant perplexe. Quelles sont les raisons pour lesquelles le site n'a pas été occupé par les Romains, les Byzantins, les Arabes ou les Normands? Une autre perplexité concerne la dévastation subie par le Castello au cours des derniers siècles, puisqu'il n'existe aucune trace d'une attaque directe ou même d'un bombardement dans le passé, et encore moins pendant les deux guerres mondiales. Aujourd'hui, le Castello n'est pas utilisable. L'Agence des biens de l'État est intervenue dans les travaux de sécurité. Il est impossible de nier la thèse de Caius Pline le Second, plus connu sous le nom de Pline l'Ancien. Turpetin Petrie vivere et patriam non cognoscere. Il est nécessaire de connaître l'environnement dans lequel on vit. Tout ce qui reste du complexe d'origine, ce sont les vestiges des solides murs de tramontane sur le front de mer, visibles en marchant vers le nord-ouest. Ils ne sont pas disponibles pour les flux de touristes en visite.
Leur remise en état représenterait une proposition archéologique convaincante et constituerait une croissance supplémentaire de l'offre touristique capable de fournir une compréhension plus large du rôle joué par la présence du Castello Royal dans l'histoire de la communauté de Trapani ainsi qu'une source de fierté civique. Au lieu de cela, les ruines restent là, espérant que ce documentaire leur offrira la possibilité d'acquérir une voix et une suggestion toujours plus importante.